Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Q&A de la semaine. J'ai de la batterie, donc on est reparti. La question suivante, c'est: est-ce qu'il y a des postures ou des exercices de yoga que tu n'aimais pas avant, mais maintenant oui? Alors 100%, l'arc d'Anurasana. Je l'appelais mon némésis avant parce que je détestais cette posture. À chaque fois qu'elle arrivait dans une séquence, dans un cours que je suivais, je soufflais fortement. Je me sentais pas bien du tout en fait dedans. Je me sentais très très limitée. Les backbends ont toujours été ma faiblesse. Donc les backbends, c'est quand on, comment dire, quand, quand on quand on se penche vers l'arrière en gardant le bassin à la même place, mais les épaules partent vers l'arrière. Donc, c'est l'inverse d'un forward bend, qui est quand on se penche vers l'avant et qu'on étire l'arrière des jambes. Les back bends, on étire l'avant du corps, pour le coup. Et on renforce l'arrière du corps. Et ça a toujours été ma faiblesse dans le sens où je pense que il y avait d'un côté, en fait, les muscles du dos n'étaient pas assez forts, mais je pense que j'ai aussi une limitation au niveau structurel. En fait, mes os sont foutus d'une manière qui fait que je n'arriverai jamais, même avec tous mes efforts, à avoir un back bend très très profond, comme on dit. Mais ça va beaucoup mieux maintenant, notamment parce que j'ai donc travaillé ma souplesse et la force de mes muscles dans le dos. Mais je suis toujours beaucoup plus douée pour me plier dans l'autre sens, pour les forward bend. Donc voilà, je dirais l'arc et les back bend en général, dans lesquels en fait j'ai réussi à trouver comment les adapter pour me sentir bien dedans, pour réussir à respirer et à me détendre même dans les postures qui sont difficiles. Mais voilà, c'est toujours pas ma force. Après, on entend souvent que les postures qu'on aime le moins sont celles dont on a le plus besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Euh, je suis d'accord et je suis pas d'accord en fait. Ça dépend, je pense, de pourquoi on les aime pas. Si on les aime pas parce qu'on les trouve difficiles, parce que c'est notre faiblesse, on sent qu'on n'a pas la force suffisante ou pas la souplesse suffisante pour se sentir bien dedans, comme c'était mon cas avec l'arc. Je pense qu'effectivement j'en avais besoin. J'avais besoin de la faire plus souvent, j'avais besoin de renforcer mes muscles du dos, j'avais besoin de trouver un peu plus d'espace dans cette posture. Mais il y a des postures aussi dans lesquelles qu'on n'aime pas parce qu'on sent que notre corps n'est pas fait pour se mettre dans cette position, en fait, qu'il y a une limitation qui est plus structurelle qui est quelque chose... qu'il y a quelque chose qui fait que même si on force, en fait, ça ne passera jamais, en gros. Et j'avais donc un peu les deux avec les backbends. Je pense que c'est important de les faire pour trouver une façon de faire la posture qui nous convient, pour renforcer ce qui doit être renforcé, pour assouplir ce qui doit être assoupli. Mais pour autant, donc j'aime moins les backbends parce que je sens que, comme dit, à un moment, c'est un os qui cogne contre un os et on ne peut pas aller plus loin, quoi. Et donc à ce moment-là, ça ne sert à rien d'insister. Voilà. Donc je pense que voilà, il faut prendre en compte ce sur quoi on a du contrôle, mais aussi ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Et il y a certaines postures qu'on n'aimera jamais parce que notre corps est juste pas fait pour se mettre dans cette position. Et c'est pas grave, c'est ok, il y a plein d'autres postures. Ok, question suivante. Il n'y a pas très longtemps, tu disais dans un post, une note de blog ou une newsletter que c'est pas parce qu'on vieillit que c'est normal d'avoir mal au dos, aux genoux, aux coudes, etc. C'est pourtant une idée assez ancrée, surtout pour les petites douleurs chroniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, quand on vieillit, on perd naturellement du collagène dans nos tissus. Donc les tissus s'assèchent et bien sûr, le corps décline progressivement. Mais ce déclin, c'est quelque chose qu'on peut ralentir. C'est pas quelque chose... C'est inexorable dans un sens, mais c'est pas... déjà, c'est pas à 30 ans. Enfin, c'est pas... voilà, il y a une timeline qui peut être... sur laquelle on peut jouer un peu.
Donc si on continue à bouger, si on continue à utiliser nos muscles et nos articulations, on peut grandement ralentir, les recherches suggèrent ça en tout cas, on peut grandement ralentir cette perte de collagène. Il faut bien garder en tête que le corps, il recherche que l'efficacité. Il recherche toujours à conserver notre énergie et il recherche à être le plus efficace possible dans cette utilisation de notre énergie. Donc tout ce dont on ne se sert pas, il s'en débarrasse. Du coup, moins on bouge, moins on est capable de bouger et moins on est capable de bouger efficacement. On le voit par exemple très bien avec les astronautes quand ils reviennent de mission en apesanteur où ils sont restés dans l'ISS pendant 6 mois. Ils reviennent sur Terre, ils ne savent plus marcher. Pourquoi ? Parce que leurs muscles se sont complètement atrophiés. Pourquoi ? Parce que le corps a dit, clairement on n'utilise plus nos jambes, donc à quoi ça sert de dépenser de l'énergie à garder ces muscles en vie ? On va les virer. Et c'est pareil d'ailleurs à un niveau plus micro avec notre cerveau. Tout ce dont on ne se sert pas, le cerveau s'en débarrasse. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, c'est un aparté, avec la neuroplasticité, qui est quelque chose que j'adore personnellement, c'est un sujet qui me passionne. Par exemple, les personnes qui sont aveugles, ils ne vont pas avoir une aire du cerveau visuelle. L'aire visuelle du cerveau va être complètement rabougrie. Et il va utiliser cette aire qui est chez les voyants, qui est une aire visuelle, et il va l'utiliser pour autre chose. Donc ils vont avoir une ouïe un peu plus développée ou un sens de l'odorat plus développé. Parce qu'il n'y a pas besoin de cette aire visuelle, on ne voit pas. Donc voilà, le corps ne recherche que l'efficacité et tout ce dont il ne se sert pas, il s'en débarrasse. Donc si on arrête de bouger à 20 ans, 30 ans parce qu'on commence à rentrer dans une vie plus sédentaire, le corps va se dire, moi tout ce dont j'ai besoin c'est de pouvoir être assis, donc je vais m'asseoir. Donc je ne vais plus utiliser le reste. Donc à 60, à 70, à 80 ans, bien sûr qu'on n'a plus le corps de ses 20 ans. C'est sûr. Encore que ma grand-mère de 80 ans dirait le contraire, parce qu'elle a donc 80 ans et elle continue à danser, à faire des spectacles de cabaret. Elle s'est cassé la main il y a quelques mois et 3 semaines après, sa main était guérie quasiment et elle conduisait, elle faisait tout normalement parce que c'est un monstre, ma grand-mère, un monstre positif bien sûr. Bref, mais pourquoi elle est comme ça, ma grand-mère? Pourquoi elle arrive encore à danser le cabaret à 80 ans? Parce qu'elle a jamais arrêté. Bon, bien sûr, elle a une constitution particulière, mais elle a jamais arrêté. Elle a jamais eu de travail sédentaire. Elle a toujours continué à bouger et à prendre soin d'elle. Donc quand j'entends un trentenaire me dire qu'il a mal au dos parce qu'il vieillit, ça me rend ouf. Parce que non, il a mal au dos parce qu'il est assis comme une crevette 10 heures par jour, qu'il est stressé, qu'il a un boulot super stressant, qu'il a une vie de famille qui est peut-être aussi stressante, qu'il dort mal et qu'il n'a pas fait d'exercice depuis 2012. C'est pour ça qu'il a mal au dos, c'est pas parce qu'il vieillit. Désolée, je m'énerve un petit peu, mais parce que je trouve ça tellement triste, c'est tellement dommage qu'à 30, à 40, même à 50 ans, des gens pensent que c'est inexorable, et même des médecins. J'ai des gens qui me disent de temps en temps, oh, mon médecin me dit que j'ai mal au genou, mais c'est parce que je vieillis. Et c'est quelqu'un qui a la trentaine, la quarantaine. Et je pense que c'est criminel de faire ça, en fait. Et c'est criminel, surtout quand on est médecin, de dire ça à quelqu'un, alors que non, c'est pas forcément vrai, et il y a plein de modalités d'intervention qui peuvent être faites. Donc ça vaudrait un podcast en soi, tout ce sujet. Mais voilà. Utilisez votre corps. Continuez à bouger et n'ayez pas peur de la douleur aussi, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir un peu mal au dos, ils se disent oh, il faut que j'arrête de bouger, il faut que je repose, il faut que j'arrête parce que plus je vais bouger, plus je vais avoir mal. Et maintenant, c'était une idée qu'on avait il y a encore peut-être 10 ans même, mais maintenant on a complètement poussé cette idée, même au niveau médical, pour dire non, surtout pas, il faut continuer à bouger, même quand on a mal. Il faut bouger, bien sûr,
de manière mindful, de manière réfléchie, intentionnelle, progressive aussi surtout. Faut bien sûr ne pas aggraver une blessure, mais il faut continuer à bouger pour garder la circulation, pour aider le corps à guérir et pour surtout ne pas ancrer cette douleur dans notre cerveau, pour ne pas que le cerveau se dise dès que je bouge j'ai mal et rester bloqué en fait dans cette situation-là. Et du coup bouger de moins en moins et garder une douleur qui devrait n'être là que pendant 3 semaines, on la garde pendant 2 ans. Comme ça a été le cas d'ailleurs pour moi avec mon poignet dont je vous rabâche les oreilles régulièrement. Ok, j'arrête. Je vais passer à la question suivante. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Ça me passionne comme vous pouvez le voir. Alors, question suivante. Des tips pour bien faire la différence entre une mauvaise semaine et une semaine où on n'a pas pris soin de soi. Parfois, au moment de notre check-in, donc c'est bien sûr une de mes clientes qui nous parle, au moment de notre check-in, je m'apprête à écrire « Oh, c'était une semaine pas terrible en termes de self-care parce que j'étais très stressée. » Alors qu'en fait, non. Je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses pour prendre soin de moi et que c'est juste la vie qui a été stressante. Et je me demandais si avec la pratique, tu arrivais à délier plus facilement ce qui, dans ton bien-être, relève de ta routine self-care ou juste des événements de la semaine. Alors j'adore, je trouve ça super parce que ça démontre bien la valeur du check-in en fait. Donc le check-in, c'est des questions que je pose à mes clients toutes les semaines pour faire un peu le point sur la semaine qui s'est passée, pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce qu'on veut améliorer la semaine prochaine, et pour à partir de là, du coup, faire un plan et voir comment je peux les aider à ce que ce plan se concrétise en fait pour la semaine suivante ou les semaines suivantes. Donc c'est un moment de passage en revue de la semaine et de planification de la suivante, ce qui aide beaucoup à agir avec intentionnalité, justement, ce qui est toujours un peu mon cheval de bataille. Et donc ça montre bien l'importance de ce moment-là, parce qu'on ne peut pas toujours se fier à son premier ressenti. Il faut parfois prendre un moment de réflexion, creuser un peu pour délier les émotions des faits. Du coup, mon principal tip, c'est ça en fait, c'est de prendre ce moment de recul régulièrement et avec le temps, on arrive davantage à s'en rendre compte sur le moment, au moment où on se dit « Oh, quelle semaine de merde ». On arrive à se dire « Ok, oui, effectivement, la vie est stressante cette semaine, les choses ne vont pas bien, mais je gère ça pas trop mal en fait. Voilà, parfois, il y a des semaines, c'est chaotique autour de nous et c'est comme ça. Mais on peut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, nous, en fait. Et ça démontre du coup aussi l'importance de conserver sa routine quand on est motivé à la faire parce que tout va bien, tout comme quand on n'est pas motivé à la faire parce qu'on est méga stressé, parce que tout est chaotique, en fait. Donc rien ne se déroule jamais parfaitement, la vie est stressante, mais quand on peut se raccrocher à ces moments de self-care, de routine, ça permet, je trouve, d'aplanir ces moments de roller coaster, de up and down, de montagne russe en français, voilà, c'est ça, où on a l'impression, voilà, cette semaine ça va, je suis super stressée, et je fais rien en fait, donc je vais, voilà, cette semaine, pardon, je reprends, cette semaine je suis super stressée. Du coup, oh, j'ai pas le temps pour prendre soin de moi, il faut que je pousse, il faut que, je sais pas, il faut que je fasse, que je travaille à fond parce que j'ai un milliard de choses à faire. Je vais pas prendre de pause et je vais juste, voilà, on se dit même pas ça en fait, on se laisse porter et on se laisse embarquer par le tourbillon, par le blender, dont je parlais dans la première partie. Et alors que si on a ce moment donc, de réflexion régulièrement, et cette routine bien installée, on se dit, ok, cette semaine c'est chaotique, c'est le stress, mais je vais prendre cette pause quand même, je vais continuer ma routine. Je sais que j'ai pas forcément le temps, mais je vais prendre ce moment-là quand même, parce que je sais que ça va m'aider à déstresser, ça va m'aider à retrouver un peu de zen, et ça va m'aider à traverser cette semaine chaotique en pensant toujours à moi, avec cette baseline de je suis là pour moi, je prends soin de moi, je suis zen, je sais que c'est temporaire, je sais que c'est une semaine comme ça, mais la semaine prochaine ça ira mieux.
Et d'un seul coup, la pression redescend quand même d'un coup. Même si la semaine, même si tout est chaotique autour de nous, on a cette chose à laquelle se raccrocher. Et je pense que c'est important. Donc ouais, continue avec les check-in, continue à passer en revue ta semaine, continue à planifier les suivantes, à aussi anticiper ces moments qui... Parfois, on peut les anticiper, on sait que la semaine prochaine, ça va être ouf. Ok, donc je bloque ce moment-là, par exemple, tous les matins, pour prendre soin de moi, pour faire le point, pour aider à décompresser et à ne pas me laisser embarquer dans le blender. Voilà. Je crois que je suis partie un peu sur une tangente, mais j'espère que j'ai plus ou moins répondu quand même. Ok, donc on a une dernière question. C'est: le yoga peut-il m'aider à me débarrasser de mes envies de sucre, toujours le midi à la fin de mon repas? Alors, je dirais que... Alors, oui, mais peut-être pas comme tu l'espères. Je pense que d'un côté, oui, parce que la philosophie du yoga va nous encourager à, à observer nos réactions, à observer nos envies, nos cravings, comme ça, ces désirs forts qu'on a, et va nous encourager à prendre de la distance par rapport à eux, et à les voir, à être conscient de leur aspect temporaire, du fait que ça va passer. En gros, ça va passer. Donc, je dirais que le yoga te dirait... Ma recommandation en tant que prof de yoga serait si tu veux te débarrasser de cette envie de sucre, de te dire, ok, je vais attendre 5 minutes, ou je vais attendre 10 minutes. J'ai très envie de sucre maintenant, mais je vais voir. Je reconnais cette envie, je l'accepte, elle est là, je l'accueille, je lui dis, ok, t'es là, mais on se retrouve dans 5 minutes. En gros, je vais voir si dans 5 minutes j'ai encore envie, je verrai. Est-ce que je peux encore attendre 5 minutes, ou est-ce que non, il faut que je l'assouvisse maintenant. Ça peut être un exercice intéressant de juste se donner un peu de 5 minutes. C'est pas beaucoup, 5 minutes. Et on sait pertinemment que oui, on peut survivre 5 minutes sans ce chocolat, sans ce sucre. On peut survivre. On en a juste très envie. Et juste apprendre à retarder un peu ce moment où on succombe à son envie. Voir si c'est possible. Après, dans un autre sens, dans un autre aspect du truc, ce ne sera pas un conseil officiel parce que, comme je le dis régulièrement, je ne suis pas du tout experte en alimentation, en nutrition, tout ça. Mais ce qui m'aide perso, parce que je suis très très familière avec ces envies de sucre après le repas, ce qui m'aide, c'est de prendre un carré de chocolat très noir, le plus noir possible, et un thé. À un moment, je me prenais du 99%. Je fais plus du 99%, mais ça me dérange pas. On peut aller, voilà, je dirais aller au minimum 75%, un carré de chocolat noir et un thé. C'est parce que ça apaise mon envie de sucre, et le chocolat très noir, on s'enfile pas toute la tablette, quoi. C'est intense. Donc voilà, ça peut être une idée pour éviter de prendre quelque chose de trop fort en calories, si c'est quelque chose qui t'intéresse, enfin que tu veux éviter. Après, si c'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, que tu recherches pas forcément à perdre du poids, que t'as pas de troubles alimentaires, mange ton sucre. La vie est courte. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas mon conseil officiel. C'est vraiment mon conseil de clémence. Et de clémence. Pas de yoga with Clem. Voilà. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. On a eu deux longs Q&A. Aujourd'hui, j'avais plein de questions pendant ces quelques semaines. Donc j'espère que ça vous a été utile, que ça a été intéressant. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Vous avez toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez que je vienne à votre soutien pour, peut-être pas pour les envies de sucre du coup, mais pour tout le reste, pour le self-care, pour la mobilité, pour le sommeil, et juste pour prendre soin de vous mieux et retrouver du zen dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, toutes les infos sont dans
les notes de l'épisode. Vous pouvez aller sur mon site yogawithclem.com/fr pour la version française. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour votre attention.